Il y a Bill Watterson qui faisait Calvin and Hobbes. Ouais, c'est ça. Lui, moi, c'est un artiste que j'aime tellement. Lui, il n'a jamais vendu. Non, lui, il a toujours refusé. Son syndicat a toujours son éditeur, puis la manière que ça marche là-bas, les autres sont publiés dans je ne sais pas combien de journaux à travers le monde. Et avec là, ça connaissait un succès monstre, Calvin and Hobbes, mais il a dit, son éditeur disait, il faut faire comme Peanuts, des tasses, des T-shirts, des calendriers, whatever, plein de choses. Watterson, il voulait rien savoir. Il dit, moi, là, mes personnages, là, sont faits pour être dans une BD. C'est là que je les sens, que je les vois. Pourquoi je mettrais un T-shirt ou une tasse? Puis il a trouvé ça bien difficile, lui, de résister à cette soif-là de l'éditeur de propager, de diffuser sur multiples supports ces personnages. Mais il n'a jamais succombé, il n'a jamais succombé, il a toujours résisté. Ouais. C'est pour ça qu'on trouve l'envahisseur. L'envahisseur, tu sais. Ouais. Ça aurait pu être une mine d'or pour l'éditeur, parce que c'est un personnage tellement aimé, tellement populaire comme série, que finalement, non, il a résisté. Ce que Schulz n'a pas fait. Schulz a accepté de faire des dérivés, merchandising partout, là. C'est un empire, là, Schulz. C'est un empire, les Peanuts. Ce que j'ai appris dernièrement, que je ne savais pas, sur Schulz, qui faisait la série Peanuts, le nom Peanuts, ça ne vient pas de lui. Ça vient de l'éditeur. Lui, ses personnages, Charlie Brown, Lucy, c'est très autobiographique en passant. Il y a beaucoup de lui dans ses personnages, mais c'est l'éditeur qui a décidé d'appeler ça Peanuts. Puis Schulz, pas bien le nom. Peanuts. Je trouvais que ça n'allait pas avec sa propre série, ses personnages. Bon, il a fini par accepter parce que c'est sûr que c'est spécial, la relation éditeur-auteur. L'auteur ne peut pas tout tirer la couverte de son bord et l'éditeur ne peut pas non plus tout tirer la couverte de son bord. C'est une danse à deux. Il faut vraiment que chacun fasse un pas, chacun mette un peu d'eau dans son vin pour aller au profit de l'œuvre, pour que l'œuvre soit diffusée. Mais, sinon, il y a une atteinte à l'intégrité du personnage lui-même. Aussi, il ne faut pas que l'éditeur s'en mêle trop. Il y a comme un bon éditeur, c'est quelqu'un qui va avoir, son mot à dire, puis un bon auteur doit écouter aussi ce que l'éditeur dit. Mais, comme tu dis, il y a une ligne qui... Chaque auteur a sa propre ligne. Si un éditeur est trop envahissant, trop intrusif, puis te demande de changer trop de choses, au bout de ligne, si tu ne reconnais plus ton œuvre, tu n'es pas bien avec ça. Alors qu'un bon éditeur va dire son mot, puis si ça prend une ouverture de l'auteur aussi, l'auteur doit s'ouvrir aux commentaires, s'ils sont constructifs, évidemment. Si ça améliore l'œuvre, OK, let's go, parfait, on le fait. Mais c'est tout... Il y a un équilibre, il y a une balance là-dedans qui est bien spéciale. Puis moi, j'ai fait affaire avec bien des éditeurs, puis ils sont différents un à l'autre. Ils sont très différents. Mais c'est de faire confiance avec quelqu'un qui est moral, qui t'intègre, qui va s'assurer que toi, tu as une bonne visibilité, qu'il y a une bonne diffusion, une distribution, puis que tes albums soient connus, reconnus, mais c'est de pas trop non plus exagérer, puis de respecter l'intégrité du personnage. Puis, admettons, Jim Davis, Garfield, je veux dire ça, il y en a eu des cartoons, il y a eu des films, puis les films ont coulé le personnage. Je veux dire, aujourd'hui, Garfield, c'est pas un... Je veux dire, tu lis les originaux, les premières bandes dessinées de Garfield, Jim Davis, c'était incroyable, mais là, aujourd'hui, ça a été brûlé. Là. Et c'est ça exactement le bon mot, c'est que ça a été brûlé. C'est que certains éditeurs qui sont plus mindés sur l'appât du gain, qui veulent presser le citron au maximum, puis qui voient des gros signes de pièces là-dedans, ils risquent de brûler, comme tu dis, le personnage. Et rien de plus triste que le personnage qui est brûlé. Il devient moins intéressant. Il est overexposed. Il est trop exposé. On le voit trop. Ça, il est dénaturé. Il est dénaturé. Garfield, c'était plus Garfield. C'est ça. Dans ce sens-là, si on revient à Calvin and Hobbes, je trouve que Bill Watterson, l'auteur de Calvin and Hobbes, je trouve qu'il a bien fait de tenir son bout. Ouais. Parce que ça aurait pu être brûlé, ça aussi, comme Garfield a été brûlé avec de l'overexpose. Donc, il a maintenu son bout, puis je trouve que c'est bien. On parlait tantôt de rester enfant, notre cœur d'enfant le plus longtemps possible. Puis je pense que c'était ça, Calvin and Hobbes, c'était vraiment l'imaginaire de l'enfant, puis c'était
Et c'était ça qu'il fallait conserver. On pouvait pas, ça pouvait pas se retrouver comme dans un domaine capitaliste d'essayer de vendre. C'est ça. Parce que tu dénaturais totalement le personnage. Exactement. C'est vrai ce que tu dis. C'est ce que j'ai aimé, moi, dans cette série-là, c'est que c'est l'imaginaire de l'enfant. C'est un petit gars... souvent dans sa bulle, puis il imagine des univers dans sa tête, il imagine des mondes incroyables, avec son petit tigre en peluche, mais lui, pour lui, il est vivant. C'est un tour je le trouve génial, cet auteur-là, vraiment là, extraordinaire. Un beau dessin en plus, wow, au pinceau, magnifique. C'est un auteur qui crayonne presque pas. C'est le contraire d'Hergé qui crayonnait beaucoup. Bill Watterson, il crayonnait à peine. C'est très léger comme crayonné, mais lui, c'est du pinceau. Wow, une belle ligne au pinceau, gros personnage au pinceau. Magnifique. Très, très beau. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.